السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قراءة صوتية جديدة لكتاب سوسيولوجي دو ليدوكاسيون. الكتاب من تأليف كل من مارلين كاكوبيتو وفرانسواز أوفرار. كتاب فيه une présentation synthétique et actualisée des principales questions de la sociologie de l'éducation. إذن فيه تقديم وتلخيص لأهم المسائل المتعلقة بالسوسيولوجيا التربية. سأقرأ إن شاء الله تعالى الفصل الثاني بعنوان La différenciation des trajectoires scolaires. فقط كإشارة إن شاء الله تعالى بعد أن أنهي القراءة الصوتية باللغة الفرنسية سأحاول أن أقدم سلسلة فيديوهات أشرح فيها هذا الكتاب على قناتي على اليوتيوب. إذن على بركة الله. Chapitre 2, la différenciation des trajectoires scolaires, de la maternelle à l'université. Premier contact avec l'école et premières inégalités. L'accueil à l'école des enfants de moins de 6 ans, avant l'âge de la scolarité obligatoire, s'est fortement développé notamment pour les enfants de 3 et 4 ans entre 1960 et 1980. En 2008, presque tous les enfants de 3 à 5 ans sont scolarisés et moins d'un tiers des enfants ayant atteint 2 ans à la rentrée. Cette dernière proportion est en constante diminution depuis 2000. Fréquente une classe relevant de l'enseignement préscolaire. Donc, les statistiques qui sont là dans le livre concernent la France. En 2008, presque tous les enfants de 3 à 5 ans sont scolarisés et moins d'un tiers des enfants ayant atteint 2 ans à la rentrée fréquentent aussi une classe relevant de l'enseignement préscolaire. Au début des années 1960, près d'un enfant sur 5 entrait à l'école primaire sans avoir été préscolarisé. Donc c'était le cas en 1960. Donc seulement 1 sur 5 des enfants entraient à l'école primaire sans avoir été préscolarisés, ça veut dire sans passer par la maternelle. Mais depuis 2008, la majorité des élèves, ou bien tous les élèves, ou bien tous les enfants ayant de 3 et 4 ans entrent en école maternelle. De nombreux travaux ont été montrés. De nombreux travaux ont montré que non seulement la fréquentation de l'école maternelle, mais aussi sa durée étaient des facteurs favorables à la réussite des apprentissages au cours préparatoire. Le cours préparatoire, c'est le cours CP, la première année de l'école primaire. Donc, de nombreux travaux ont montré que non seulement la fréquentation de l'école maternelle, mais aussi sa durée étaient des facteurs favorables à la réussite des apprentissages au cours préparatoire. Ce contact précoce avec l'école peut en effet faciliter l'adaptation et la familiarisation avec les exigences scolaires et développer chez l'enfant des attitudes et des comportements favorables aux premiers apprentissages de la langue écrite. La forte croissance des effectifs de l'enseignement préscolaire correspond sans doute à l'augmentation d'une demande de garde des jeunes enfants de la part des mères requises de plus en plus par une activité professionnelle. Mais cette évolution doit aussi se comprendre en fonction de l'intérêt pour la prime éducation dans les classes moyennes réceptives aux nouvelles théories éducatives. L'école maternelle, dont ce n'était pas la fonction initiale, a peu à peu joué le rôle de préparation à l'entrée à l'école primaire. Ce rôle lui est explicitement confié depuis 1991, avec une organisation de l'enseignement primaire en 3 cycles, intégrant l'enseignement préélémentaire dans un cycle des apprentissages premiers. Le profit retiré de la fréquentation de l'enseignement préscolaire peut être évalué par la réussite de la première année
d'école primaire. Ainsi, les enfants qui ont été préscolarisés redoublent moins souvent le cours préparatoire et sont plus nombreux à terminer l'école primaire à l'âge théorique. Mais cet effet bénéfique sur les apprentissages ultérieurs s'observant dans tous les groupes sociaux, la scolarisation à l'école maternelle n'a pas l'effet égalisateur que l'on pouvait escompter et n'assure pas vraiment le rôle de compensation des différences de socialisation initiale. Toutefois, une étude réalisée en 1998 montre que l'effet favorable d'une scolarisation précoce est plus marqué dans les zones d'éducation prioritaire pour des enfants de milieux populaires. Donc les enfants de milieux populaires dans les zones dites des zones d'éducation prioritaire, c'est eux qui ont profité de plus par en fait l'introduction de l'école maternelle, par la massification de l'école maternelle. Le retard scolaire est déterminant dans les orientations. Au moment de la création des institutions scolaires républicaines, l'école primaire était la seule école pour tous. Seul le droit à l'instruction élémentaire était universel. Charlot, 1987. Les inégalités sociales que l'on constate à ce niveau ne seront donc pas des inégalités d'accès ou de trajectoire, mais le résultat de différences de rythme d'acquisition. La réussite de la scolarité primaire dans un cursus organisé en classes d'âge peut s'apprécier par la durée du parcours. En règle générale, l'âge et le retard accumulés seront tout au long du cursus scolaire des composantes importantes des décisions d'orientation. Ainsi, ne pas prendre de retard ou même avoir de l'avance pour parvenir le plus loin possible fait partie de la stratégie des usagers de l'école les plus avertis et qui possèdent le capital culturel pour réaliser cet objectif. Donc les familles qui possèdent un capital culturel riche, ils essayent dès le début, en fait, ils essayent de profiter pour que leurs enfants réussissent à l'école, précocement. Dès l'école primaire, des clivages, ça veut dire des différences. Dès l'école primaire, des clivages se constituent alors entre deux types d'élèves. Il y a deux types d'élèves dès l'école primaire. Donc, les enfants précoces qui réussissent d'autant mieux qu'ils rencontrent au sein de leur famille, à la fois l'environnement culturel proche de la culture de l'école et un intérêt prononcé pour investir dans la réussite scolaire. Et d'un autre côté, il y a les enfants des classes populaires qui sont confrontés à l'échec, qui ont des difficultés pour réussir dès les premiers apprentissages. Ça veut dire dès l'école primaire, on voit apparaître deux types d'élèves. On voit apparaître les élèves qui sont précoces, les élèves qui réussissent facilement, qui apprennent beaucoup à la maison, et les autres qui ont des difficultés. Ces élèves qui viennent généralement des milieux populaires, donc ils trouvent des difficultés. Parmi les élèves entrés à l'école primaire en 1997, près d'un enfant d'ouvrier non qualifié sur 4 a déjà redoublé. Un enfant d'ouvrier non qualifié, un ouvrier non qualifié sur 4, un enfant sur 4, ça veut dire 25%, a déjà redoublé en arrivant au CE2, contre moins de 2% des enfants d'enseignants. Donc les enfants d'enseignants à cette époque-là, en 1997, on voit que les enfants des enseignants redoublent moins, 2% des enfants, mais par contre, les enfants des ouvriers non qualifiés redoublent beaucoup, 25%. La fréquence des redoublements précoces parmi les enfants de milieux populaires témoigne de l'importance des inégalités face au rythme d'acquisition requis par l'école. En outre,
De nombreuses études ont montré le peu d'efficacité du redoublement et son caractère stigmatisant. Il y a aussi des études qui ont été faites pour montrer que le redoublement n'est pas efficace. Il a même un caractère stigmatisant. Donc après, comment dire, en France, ils ont supprimé le redoublement. Par exemple, les élèves qui avaient redoublé le cours préparatoire, ça veut dire la première année de l'école primaire, par exemple, les élèves qui avaient redoublé le cours préparatoire dans les années 1980 avaient 7 fois moins de chances que les non-redoublants d'obtenir le baccalauréat. Et 30% sont sortis du système éducatif sans qualification. Voilà. Ces statistiques montrent que le redoublement n'a pas intérêt, il ne donne pas les bons résultats. Même si les élèves redoublent, mais en fin de compte, ils n'arriveront jamais à réussir à obtenir le diplôme. À l'opposé, 12% des enfants étaient entrés en avance au cours préparatoire, souvent des enfants d'enseignants, et la moitié de ces enfants précoces ont maintenant leur avance et ont maintenu leur avance et obtenu leur bac sans redoubler. Depuis les années 1990, la pratique du redoublement a fortement diminué avec la mise en place des cycles à l'école élémentaire et des classes à double niveau, CP et CO1 par exemple. La baisse des redoublements est particulièrement sensible aux cours préparatoires. Mais une étude statistique récente montre que les écarts de réussite des premières années de scolarité restent très marqués. Les enfants entrent à l'école avec des niveaux de compétences différents selon leur milieu social. Donc les enfants ne sont pas des têtes vides, ils arrivent déjà à l'école avec des prérequis. Donc les enfants entrent à l'école avec des niveaux de compétences différents selon leur milieu social. Et ils vont connaître en cours de scolarité des progressions affectées par leur origine sociale, même si l'on tient compte de ce niveau initial. Si bien que les écarts se creusent au fur et à mesure de l'avancée dans la scolarité élémentaire. Ainsi, un élève qui faisait partie des 10% d'écoliers les plus faibles à l'entrée au CP a seulement une chance sur 3 d'arriver à l'heure en 6e. En revanche, presque la totalité des écoliers entrés au CP avec un niveau d'acquis les classant parmi les 40% de meilleurs élèves parviennent en 6e sans redoublement. L'école primaire, qui est par excellence une école pour tous, dispensant le même enseignement, opère un classement précoce et souvent définitif. L'école primaire divise. Écrivait Baudelot. Baudelot écrivait que l'école primaire divise. Baudelot et Stablet en 1995. Les redoublements à l'école élémentaire sont moins fréquents et les élèves sont beaucoup plus nombreux à parvenir au collège après une scolarité primaire normale, sans redoublement ni exclusion vers des dispositifs d'accueil pour élèves en difficulté de tout ordre. Il reste que plus de 15% des élèves qui sont entrés en 6e en 2008 avaient 1 ou 2 ans de retard sur l'âge théorique de 11 ans. Cette proportion atteint plus du tiers des enfants d'inactifs, près du quart des enfants d'ouvriers et moins de 5% des enfants de 4. Un enseignement spécial. Tous les enfants n'ont pas accès au collège. Non seulement les élèves en grande difficulté sont maintenus plus longtemps dans l'enseignement primaire, mais une proportion non négligeable, qu'on peut évaluer à 3% ou 4% d'une génération, n'entrera pas en 6e et attendra la fin de l'obligation
scolaires dans les filières de l'inadaptation, de l'enseignement dit spécial. Ces structures, en particulier les sections d'éducation spécialisée, devenues sections d'enseignement général et professionnel adapté à la rentrée 1992, prennent en charge les élèves en grande difficulté dont l'échec scolaire est partiellement médicalisé, maintenus dans un cadre scolaire, mais à part, recevant un enseignement sans programme et ne conduisant à aucun diplôme. Ces élèves sont aux frontières du scolaire, du médical, du psychiatrique, du social et du judiciaire. Si l'école est pour tous, ceux qui n'y ont pas leur place sont forcément d'une nature autre. Muel Dreyfus, 1983. Implantés en milieu urbain, ces établissements reçoivent une majorité d'élèves issus des classes populaires où les enfants d'immigrés et les garçons sont surreprésentés. En 2008, les élèves étrangers représentent 3% des élèves des classes ordinaires de collège et plus de 5% de celles de l'enseignement spécialisé. Cette filière est chargée de scolariser les plus démunis en tentant de les adapter à l'école et à ses valeurs, bien qu'elle n'offre pas d'enjeux scolaires, mais plutôt une socialisation et une domestication minimale pour se placer sur un marché de la main-d'œuvre non qualifiée. Les bons choix. La presque totalité d'une génération entre au collège depuis les années 1970 et elle se maintient de plus en plus jusqu'en troisième. La répartition des élèves dans les collèges ne se fait plus au moyen de filières hiérarchisées. À ce système ségrégatif s'est substitué un système plus souple fondé sur le libre choix des élèves et de leurs parents parmi des disciplines optionnelles. Une des conséquences de ce système de choix est de contribuer à fonder comme inégalité de dons, de goût ou d'aptitude, des différences culturelles de familiarité avec le système scolaire, familiarité qui permet de réaliser le bon choix et au bon moment. Cette organisation moins brutale et moins évidente que la répartition dans des filières distinctes repose sur une hiérarchie implicite des disciplines, des langues, des formations, des métiers. Les familles du système scolaire pourront construire des stratégies de choix cohérents, ajustées au niveau de l'élève. Ils sauront utiliser les possibilités de distinction que le système permet. À l'opposé, ceux qui ne perçoivent pas ce qu'ils ont à gagner à ce jeu n'ont qu'à laisser faire pour que puissent s'exercer les processus d'élimination ou de relégation. Par exemple, le choix des langues vivantes et de leur ordre d'apprentissage est socialement marqué. L'allemand était jusqu'au début des années 1970 le choix dominant en seconde langue. Il a été supplanté depuis par l'espagnol, dont l'apprentissage est réputé plus facile et qui est la seconde langue la plus choisie par les groupes sociaux qui accèdent le plus récemment à l'enseignement secondaire. Pour répartir les élèves dans les classes en principe indifférenciées du collège ou les classes de seconde du lycée, la méthode du regroupement selon les options choisies par les élèves est la plus courante. La constitution des classes sur le critère des langues vivantes étudiées permet alors de créer des groupes qui retrouvent une certaine homogénéité de niveau scolaire. Et par là, une moindre hétérogénéité sociale. Ainsi, le choix de l'allemand en 6e, puis du latin en 4e, est devenu un élément important de stratégie des groupes sociaux les plus avisés. Avec l'allemand, c'est la bonne classe qu'ils choisissent, celle qui regroupe les bons élèves et attirera les bons enseignants. Chaque réforme ou aménagement des études et des cursus exige donc la recherche
de nouvelles stratégies de distinction. Dans un bon établissement, le choix des disciplines optionnelles n'est pas la seule décision à prendre au cours de la scolarité. Les élèves et leurs familles devront choisir une orientation vers l'enseignement général ou professionnel, une formation littéraire ou scientifique, des études courtes ou des études longues, mais aussi un établissement scolaire public ou privé. L'affectation des élèves dans les établissements publics se faisait en règle générale en fonction de leur lieu de résidence. Le principe d'une carte scolaire est arrêté en 1963. Un de ses objectifs est d'aider à la planification en maîtrisant les flux d'élèves, en imposant aux élèves la fréquentation du collège public dépendant de leur domicile. L'administration de l'éducation nationale se donnait les moyens de prévoir les besoins en équipement et en enseignants, mais la préoccupation d'égalité des chances d'accès était également présente dans cette mesure au moment où s'instituait un enseignement secondaire de masse. C'est l'époque de l'ouverture d'un collège par jour. Il s'agissait d'éviter de reproduire des inégalités de recrutement entre les établissements par le biais des choix différenciés des familles. 20 ans après, au début des années 1980, les découpages de la carte scolaire se sont révélés inadaptés au changement de répartition de l'habitat en milieu urbain, à l'évolution des comportements de déplacement et des réseaux de transport. De surcroît, l'offre d'enseignement est maintenant perçue comme diversifiée et la contrainte de l'affectation dans les collèges publics est devenue intolérable pour certaines familles, d'autant que l'enseignement privé offrait l'image d'un enseignement libre, en particulier à l'entrée en sixième de choisir son collège public, s'est-elle progressivement généralisée et la suppression de la carte scolaire a été annoncée en 2007. La répartition sociale de l'habitat suffit à elle seule à créer des collèges de classe moyenne, des collèges d'ouvriers ou des collèges d'immigrés, c'est-à-dire à produire une homogénéité sociale plus ou moins forte des établissements scolaires. Mais les pratiques de dérogation et la marge de choix laissées aux familles dans le cadre des mesures d'assouplissement de la carte scolaire contribuent à renforcer les caractéristiques sociales et scolaires des établissements. Choisir un bon collège est devenu une préoccupation importante d'un certain nombre de parents. Chaque établissement public ou privé a une image plus ou moins marquée et diffusée. Elle est fondée sur des critères rarement explicités où entrent en jeu l'environnement et l'équipement de l'établissement, ses enseignants, sa pédagogie, mais aussi les caractéristiques sociales et scolaires de son public. Les différents groupes sociaux n'ont ni la même propension à utiliser cette possibilité de choix, ni les mêmes motivations, pas plus qu'ils n'ont les mêmes critères ou les mêmes moyens pour conduire leurs requêtes de manière efficace. Le choix de l'enseignement privé s'inscrit également dans les stratégies de recherche de bons établissements. Il peut signifier le refus d'une orientation non désirée, servant alors de recours. En 2008, les établissements privés des premiers et second degrés scolarisent environ 19% de l'ensemble des élèves, près de 22% dans le seul second degré. Cette proportion a décru entre les années 1960 et 1980. Elle s'est ensuite stabilisée et elle augmente faiblement mais régulièrement depuis les années 2000. Toutefois, cette moyenne recouvre de fortes variations régionales. Dans les académies de Rennes et de Nantes, plus de 40% des élèves, dans les académies de Rennes et de Nantes, plus de 40% des élèves du secondaire sont scolarisés dans le privé, près du tiers à Paris
et moins de 15% dans 9 autres académies. De plus, le choix du public ou du privé n'est pas toujours définitif. Les passages entre les deux secteurs ont une fonction de recours en cas de difficulté. La proportion d'élèves qui passent par le privé au cours de leur scolarité est donc plus importante. Les groupes sociaux qui font le plus souvent le choix du privé dans le secondaire se résument principalement à 3 catégories. Les agriculteurs, les chefs d'entreprise, commerçants et artisans, et les professions libérales et cadres supérieurs, c'est-à-dire à la fois la bourgeoisie et les non-salariés, dont les dispositions éthiques et culturelles favorisent l'adhésion aux valeurs supposées au réel, véhiculées par l'école libre, même si l'école catholique n'est plus vraiment religieuse. Cependant, malgré cette forte spécificité de leur clientèle, les établissements privés sont eux-mêmes très hétérogènes par les caractéristiques tant sociales que scolaires de leurs élèves. La hiérarchie des filières et des formations. L'objectif de scolariser l'ensemble d'une génération dans un collège unique pendant 4 ans n'est pas encore réalisé dans les années 1980. Près du tiers des élèves entrés au collège en 1980 ne sont pas allés jusqu'en classe de 3e et 15 ans plus tard, à peine 4% des élèves entrés en 6e en 1995 sont dans ce cas. L'orientation vers l'enseignement professionnel pour préparer un BEP ou un CAP en 2 ans se situe maintenant principalement après le collège et concerne plus du quart des élèves de 3e. Enseignement général ou technique. L'image de l'enseignement technique, synonyme d'échec, s'est progressivement installée dans l'opinion. Antérieurement, l'accès au CAP était considéré comme une voie de promotion sociale, ou du moins d'accès à des emplois qualifiés d'ouvriers ou d'employés, pour des élèves d'origine populaire. Issus des classes de fin d'études primaires, ils poursuivaient leur formation dans les centres d'apprentissage à partir de l'élite des réprouvés qu'elles sélectionnent parmi les enfants des classes populaires rejetés par l'enseignement traditionnel. L'école professionnelle assure la formation de l'aristocratie ouvrière. La dévalorisation de l'enseignement technique s'est produite sous l'effet conjugué de plusieurs facteurs. L'intégration progressive des formations professionnelles dans un système secondaire unifié a accentué la référence à l'enseignement général et contribué à faire de l'enseignement technique un mode de scolarisation mineur. Les caractéristiques sociales qui légitimaient l'orientation des enfants de milieux populaires vers les centres d'apprentissage ont été converties en caractéristiques scolaires et les modalités de cette conversion imprimaient à l'enseignement technique un sens négatif. Par ailleurs, les conditions économiques qui raréfient les emplois qualifiés proposés aux titulaires d'un CAP ou d'un BEP les mettent en concurrence défavorable avec d'autres détenteurs de titres scolaires d'un niveau plus élevé, tels les bacs professionnels. En effet, ce second cycle court s'est rapidement transformé dans les années 1980 sous l'effet de politiques éducatives favorisant l'allongement des études. Création du baccalauréat professionnel en 1985, les CAP industriels ne sont plus les formations emblématiques de ce niveau d'enseignement. L'enseignement professionnel est maintenant dominé par les BEP et baccalauréat professionnel, parmi lesquels les spécialités tertiaires accueillent les plus gros flux d'élèves et de candidats.
En 2008, 57% des élèves des lycées professionnels préparent un diplôme dans le secteur des services. Maillard, 2007. Au milieu des années 1980, près d'un tiers des élèves de milieu populaire quittaient le collège avant la classe de 3e pour préparer un cap et près de la moitié des enfants d'ouvriers parvenus en 3e n'entraient pas en seconde et étaient orientés vers l'enseignement professionnel en BEP ou en BEPA, son équivalent pour l'enseignement agricole. 15 ans après, ces mêmes jeunes font presque tous une scolarité complète au collège et c'est après la troisième que près d'un enfant d'ouvrier sur deux entre dans l'enseignement professionnel. En effet, l'orientation vers ces formations, qui dépend du retard accumulé et de l'importance de l'échec, touche majoritairement les enfants des classes populaires, et ce d'autant plus que la filière est plus dépréciée. Le contexte spatial contribue aussi à modeler les parcours scolaires selon la richesse et la diversité de l'offre de formation de proximité. Cette orientation est souvent mal vécue par les élèves, et ce d'autant plus qu'ils n'ont pas toujours choisi la filière professionnelle dans laquelle on les affecte. Or, les différents métiers auxquels préparent les filières professionnelles sont hiérarchisés. Ces classements ne sont pas spécifiques à l'école, mais trouvent une traduction dans le cadre scolaire. En outre, les capacités d'accueil dans les différentes formations sont limitées et justifient la sélection qui s'opère à l'entrée de certaines préparations. Parmi les élèves orientés dans l'enseignement professionnel, un nouveau tri se réalise ainsi en fonction du niveau scolaire de l'élève, mais aussi de la capacité de sa famille à trouver les moyens d'échapper à une filière ou à un établissement déprécié. En outre, l'obtention d'un BEP marque de moins en moins la fin de la formation puisque plus de 40% des titulaires de ce diplôme vont continuer vers le bac professionnel. La formation qui a connu un développement spectaculaire depuis sa création en 1985. Alors que les flux d'entrée dans les lycées professionnels sont plutôt stables ou même en décroissance, les effectifs des centres de formation d'apprentis ne cessent de croître au même niveau de formation. En 2008, 8 à 10% des jeunes de 16 à 18 ans sont apprentis et près de 30% des jeunes préparant un CAP, un BEP ou un bac professionnel le font par l'apprentissage. Cette modalité de formation par l'alternance entre école et entreprise, après une longue période de désaffection, connaît depuis la fin des années 1990 un développement soutenu. Le sociologue Gilles Moreau revient sur ce paradoxe apparent en montrant comment l'apprentissage permet à certains jeunes en échec scolaire et issus des milieux populaires de rester en formation tout en quittant le statut d'élève et en accédant à une certaine forme d'autonomie. Les nouveaux apprentis ne constituent ni un reliquat du passé, ni une jeunesse à part, mais s'inscrivent dans un champ nouveau aux difficultés d'insertion professionnelle, scolarisation prolongée et redéfinition de l'identité juvénile constituent les points nodaux de l'entrée dans la vie adulte. Dans les années 1990, la sélection s'est considérablement atténuée en cours de collège et le premier moment important de répartition des élèves est reporté en fin de troisième. Depuis 1985, le palier d'orientation en fin de troisième devient également moins sélectif et plus de 65% des élèves
Le troisième accède en seconde générale ou technologique. Mais l'orientation vers l'enseignement professionnel concerne encore la moitié des enfants d'ouvriers après le collège. Si le barrage et la sélection sociale sont moins intenses à l'entrée au lycée, les choix parmi les différentes filières du baccalauréat, fortement hiérarchisés, ont un rôle prépondérant dans l'accès à l'enseignement supérieur et le choix d'une discipline universitaire. Le bac S et les autres. Sur l'ensemble des élèves entrés en 1995 dans l'enseignement secondaire, 63% ont obtenu le baccalauréat, dont 90% des enfants de cadre supérieur et un peu plus d'un enfant d'ouvrier sur deux. Si l'on considère le seul baccalauréat général, les premiers ont 3 fois plus de chances de l'obtenir que les seconds. Or, presque tous les bacheliers de l'enseignement général entrent dans l'enseignement supérieur. Moins des 3/4 des titulaires d'un baccalauréat technologique, appelé de technicien jusqu'en 1992, et moins d'un quart des bacheliers professionnels. Outre ce premier clivage entre les voies générales et technologiques, les différentes séries du baccalauréat opèrent un classement des bacheliers dans lequel on distingue la filière d'élite scientifique, la filière S, la filière d'élite scientifique, la filière S. La réforme du baccalauréat qui prend effet à la session 1995 et qui vise à rééquilibrer les filières ne semble pas avoir modifié les répartitions des élèves. L'affectation dans une filière à ce niveau du cursus dépend de la réussite scolaire antérieure des choix successifs déjà réalisés. Options langue vivante et langue morte, et de stratégies scolaires différenciées selon le sexe et les groupes sociaux. Ainsi, la filière scientifique la plus sélective, Bac C jusqu'en 1994, est une filière essentiellement masculine, avec des élèves sans retard scolaire, originaires des classes moyennes et supérieures, mais la surreprésentation des élèves d'origine sociale favorisée dans la section S ne s'explique pas uniquement par leur meilleure réussite scolaire. En 2008, parmi les enfants de cadre, à l'heure en terminale, 66% des garçons et 48% des filles sont dans la filière S, contre respectivement 39% et 26% parmi les enfants d'ouvriers. En effet, à réussite scolaire comparable, les choix des élèves et de leurs familles sont différenciés selon l'origine sociale et le sexe de l'élève. La série scientifique du baccalauréat étant devenue progressivement la voie scolaire privilégiée pour l'accès aux grandes écoles et donc aux positions sociales dominantes, l'évolution des effectifs de cette filière a été significative de son rôle dans le système scolaire et de sa fonction sociale de sélection d'une élite. Entre 1960 et 1980, l'accès à l'ensemble des classes terminales est passé de 18% à 35% d'une génération, mais l'accès à la sélection C est resté stable avec une valeur constante de 5% d'une génération. Cette tendance s'est infléchie depuis cette période, mais la série S conserve encore un recrutement social très élitiste. En 2008, plus de 40% des élèves titulaires
du bac S sont fils de cadres ou de professions intellectuelles supérieures, et 10% sont des fils d'ouvriers. Grande école ou IUT, médecine ou sciences. Les différents types de baccalauréat conduisent leurs titulaires plus ou moins massivement vers l'enseignement supérieur. Détermine la durée des études envisagées, la discipline universitaire et le type d'établissement de formation. Grande école, institut universitaire de technologie, IUT, université. Le bac S ouvre la voie vers les études supérieures les plus sélectives, les grandes écoles et les études médicales. Dans ces formations, les enfants d'ouvriers ne représentent que 5 à 6% des effectifs en 2008. Par ailleurs, la représentation des étudiants originaires des classes populaires décroît à l'université selon les cycles de formation. À cela, deux types d'explications cumulatives. Le choix d'études plus courtes, IUT ou STS, mais aussi le rôle des abandons en cours d'études plus fréquents dans les 2 premières années d'études supérieures. Des abandons touchent beaucoup plus les étudiants entrés à l'université munis d'un baccalauréat technologique qui sont par ailleurs plus fréquemment des étudiants d'origine populaire. Par exemple, parmi les bacheliers de la session 2002 qui se sont inscrits à l'université, 21% des bacheliers généraux ont interrompu leurs études sans avoir obtenu de diplôme 5 ans après. 34% des bacheliers technologiques sont dans ce cas et 83% des bacheliers professionnels. L'enseignement s'est-il démocratisé? Ce titre est emprunté d'un ouvrage L'enseignement est-il démocratisé? Ce titre est emprunté à un ouvrage d'Antoine Prost. 1986. On dispose en effet depuis plusieurs décennies de données qui signalent la persistance de différences de scolarisation entre les divers groupes sociaux. L'examen de ces séries statistiques montre toutefois que ces différences ne prennent pas les mêmes formes au fil du temps. Si certains niveaux d'enseignement se sont progressivement ouverts à tous, peut-on pour autant parler de démocratisation? Des problèmes de mesure. La réponse à cette question doit faire appel à l'étude de données statistiques qui souffrent de nombreuses imperfections. Les modes de construction des données, le repérage de la profession des parents et sa codification, qui ont pu diverger dans le temps et selon les sources, le changement des nomenclatures de catégories socio-professionnelles par l'ENSI en 1982 sont autant d'obstacles à une évaluation rigoureuse de l'évolution des inégalités sociales de scolarisation. De plus, la mauvaise qualité des données impose des regroupements de catégories sociales très larges qui empêchent les analyses plus fines. L'interprétation des séries statistiques de distribution sociale d'élèves ou d'étudiants doit également tenir compte des transformations de la population active au cours de la période étudiée, telle la diminution de la population occupée dans l'agriculture, la croissance des emplois tertiaires et des postes d'encadrement, la baisse de la population non salariée, autre conséquence de ce qu'on nomme effet de structure. Les enfants d'ouvriers forment le groupe social le plus nombreux des classes de collège comme le terminal de lycée alors qu'ils ont des chances d'accès plus limitées à ce dernier niveau. Le poids des enfants d'ouvriers dans la population des lycées et des universités et sa croissance ne doivent pas masquer la sélectivité du système.
L'étude des statistiques d'évolution de taux d'accès à un niveau d'enseignement présente en outre les difficultés méthodologiques de choix de l'indice pertinent pour conclure sur la réduction ou non des inégalités sociales de scolarisation. Un débat s'est développé sur le sujet entre statisticiens, statisti- euh, statisticiens et sociologues autour de l'ouvrage de Raymond Boudon, L'inégalité des chances. Les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes. Les conclusions peuvent être contradictoires selon l'indice utilisé, mesure des différences absolues entre les taux d'accès ou d'exclusion, des rapports entre les taux d'accès et des écarts relatifs. Par exemple, à partir des données du tableau 7, on peut dire que les inégalités sur 40 ans se sont peu résorbées, puisque les écarts de taux d'obtention du bac entre enfants de cadre supérieur et enfants d'ouvriers sont restés autour de 40 points en valeur absolue, mais le calcul d'un autre indicateur conduit à une conclusion plus tranchée. Le taux de croissance d'obtention du bac est sur la période de 66% pour les enfants de cadre, tandis que dans le même temps, les enfants d'ouvriers ont multiplié par euh, plus de 4 leurs chances d'avoir le bac. Le choix de l'indicateur qui renvoie à des conceptions différentes de la démocratisation est donc déterminant. Enfin, autre difficulté d'interprétation de ces données diachroniques, les études d'évolution de l'accès à un diplôme doivent tenir compte des changements dans le temps de la valeur attachée à ce diplôme, elle-même liée à la diffusion de ce diplôme. L'analyse de l'évolution des inégalités sociales de scolarisation met en évidence les formes renouvelées de l'inégalité, justifiant en cela l'intérêt du maintien des observatoires statistiques et des recherches dans ce domaine. Les moments et les modalités de la sélection ont changé. Si l'on entend le terme démocratisation dans plusieurs sens, le premier serait synonyme de massification. Et dans ce sens-là, il y a eu démocratisation par l'accès d'un plus grand nombre de jeunes aux différents niveaux de l'enseignement. L'accroissement des effectifs se traduit par une certaine démocratisation en termes de renforcement de la présence d'enfants de milieux populaires parmi les étudiants des universités, par exemple. Comme on voit dans le tableau l'évolution de l'origine sociale des étudiants français des universités. Mais ces changements quantitatifs ont-ils réduit les inégalités sociales de scolarisation? Selon l'autre acception du mot, démocratisation, qui serait l'égalisation des chances, le constat est moins positif. L'égalité formelle d'accès ne se fait pas pour garantir à tous le même parcours. La démocratisation ne peut pas s'évaluer uniquement par l'évolution des chances d'accès à un niveau d'enseignement. Elle doit aussi se mesurer par la réduction des écarts de trajectoire. L'accueil des nouveaux venus dans l'enseignement secondaire s'est fait dans un premier temps grâce à la différenciation des parcours scolaires, à un glissement des écarts sociaux de scolarisation par le biais de filières ou d'enseignements inégalement valorisés. Le système, devenu moins ouvertement ségrégatif, réalise alors une élimination différée des élèves en difficulté. Avant les années 1960, le moment déterminant de la sélection se situait à l'entrée dans l'enseignement secondaire. En 16e, en 1962, quand l'INED commence son étude longitudinale de la scolarité, 45% des enfants de la promotion étudiée restent dans l'enseignement primaire jusqu'à la fin de l'obligation scolaire et n'entrent pas en 6e. Le taux moyen de
55% d'entrée en sixième varie de 40% à 45% pour les enfants d'agriculture et d'ouvriers jusqu'à 94% des enfants de cadre supérieur. 15 ans plus tard, l'accès au lycée, la poursuite d'études en seconde, constitue pour les enfants des classes populaires la même rupture que celle réalisée à l'entrée en sixième avant la prolongation de l'obligation scolaire. Les écarts entre groupes sociaux observés en 1962 à l'entrée en sixième se sont déplacés à l'entrée en seconde pour les élèves de collège des années 1970. Les transformations du système scolaire et la généralisation de l'accès à certains niveaux ont provoqué un déplacement des écarts sociaux de scolarisation au cours du temps. La croissance globale des taux de scolarisation pose le problème du choix de l'indicateur de différenciation sociale pertinent. Faut-il continuer à mesurer la réduction des inégalités par l'accès au lycée, puis au bac, alors que l'inégalité s'est déplacée vers l'accès à certaines filières du bac et de l'enseignement supérieur? En effet, les recherches qui ont analysé les effets de l'extension de la scolarisation sur la réduction des écarts entre les groupes sociaux montrent que les inégalités de cursus se sont dans une large mesure substituées aux inégalités d'accès et que les différentes filières du bac jouent le rôle de différenciateur exercé antérieurement par l'accès au bac. Antoine Prost a étudié le développement des établissements secondaires de la région d'Orléans entre 1945 et 1990. Et de cette étude fine, il conclut à une relative démocratisation jusqu'au début des années 1960, grâce aux politiques scolaires qui développent l'ouverture de collèges d'enseignement général, précédant en cela la demande sociale. Par la suite, le processus de démocratisation a stagné au niveau du lycée du fait de la multiplication des filières inégalement prestigieuses qui ont permis en particulier de conserver le caractère sélectif de l'enseignement général. Le système éducatif français ne se caractérise plus par une hiérarchie d'établissements aux clientèles distinctes et aux débouchés inégaux, mais dans tous les établissements par une hiérarchie des filières et des sections qui obéit à des règles communes et assure efficacement le recrutement de l'élite scolaire au sein de l'élite sociale. Avec d'autres méthodes, d'autres auteurs parviennent au même constat. Marie du Robella et Manga étudient l'incidence du degré d'ouverture de l'enseignement secondaire sur la réduction des inégalités sociales et conclut que les changements dans les taux d'accès des différentes catégories sociales sont imputables essentiellement aux effets mécaniques de l'ouverture quantitative du système à de plus grand nombre et en aucune manière à une amélioration dans le caractère égalitaire des cheminements en son sein. Marie du Robella et Manga. Marie du Robella aussi qui est fait ont renouvelé ses analyses et montré que s'il y a eu démocratisation, sa perception est atténuée par la persistance des inégalités d'accès aux différentes filières. Certains auteurs ont pu parler d'une démocratisation ségrégative au niveau du second cycle des lycées sur la période 1985 et 1995. Merle 2002. Ainsi, les sociologues relèvent tous une persistance des écarts de scolarisation entre groupes sociaux et un déplacement des inégalités. Des travaux récents montrent que si l'on considère l'accès des bacheliers dans l'enseignement supérieur, les inégalités ne se résorbent pas. Elles s'accentuent même pour l'accès aux plus grandes écoles. Les effets sociaux des politiques volontaristes.
Les effets sociaux Les effets sociaux des politiques volontaristes. Le système scolaire français est sans doute devenu moins brutalement sélectif, mais l'élimination progressive ou la relégation touche toujours les milieux populaires et les écarts entre groupes sociaux, même s'ils se déplacent, se réduisent peu. Les inégalités ne sont pas moins vécues de ce fait différemment. L'ouverture du collège puis du lycée aux élèves des milieux populaires a modifié les attentes et l'investissement dans l'école et a pu provoquer des illusions du fait du jeu de la translation, des inégalités et de l'évolution des stratégies de distinction. Les classes nouvellement venues à l'enseignement secondaire sont portées à en attendre par le seul fait d'y avoir accès, ce qu'il procurait au temps où elles en étaient pratiquement exclues. On assiste ainsi à une homogénéisation des niveaux d'aspiration en termes de durée de scolarisation, de diplômes souhaités. Presque la totalité des parents des élèves de collège, interrogés en 1998, souhaitent que son enfant poursuive des études jusqu'à 20 ans et plus. Enquête complémentaire auprès des familles des élèves du panel 1995. Dans les milieux populaires, la sortie précoce n'est plus considérée comme l'issue normale de la scolarité. Ainsi, l'accès au niveau du baccalauréat devient, dans les années 1990, la norme scolaire, ce qui dévalorise et marginalise d'autant ceux qui ne pourront l'atteindre. L'affaiblissement de la sélection dans le secondaire, son caractère différé, entraîne un désarroi, des attentes déçues, des élèves et des familles désorientées, parmi ceux qui sont devenus des exclus de l'intérieur. La démocratisation de certains jeunes pour qui le sens de la présence à l'école ne va plus de soi a fait aussi apparaître dans la terminologie des différentes institutions en charge de ces jeunes des termes multiples et ambigus, absentéistes, décrocheurs, déscolarisés, perdus de vue. Les élèves ne sont pas seulement différents en termes de niveau scolaire, mais aussi de distance vis-à-vis des normes de l'école. Les écarts entre les élèves se creusent, d'autant plus que la sanction de l'échec est moins visible puisque différée, notamment en collège où les passages de classe sont facilités. L'allongement des scolarités peut s'interpréter comme le résultat des politiques éducatives de lutte contre l'échec scolaire. Autonomie des établissements et politique de projet, création des zones d'éducation prioritaire, c'est aussi le produit de politiques volontaristes, déclin très rapide des effectifs par suppression des classes dans les filières de formation les plus basses et rôle accru des parents d'élèves dans les décisions d'orientation. Les élèves, selon les établissements, sont ainsi plus ou moins sélectionnés. Et des différences de niveau d'exigence apparaissent entre les établissements et entre les classes, sensibles dans les modes d'évaluation des élèves. Dans les établissements difficiles, les enseignants vont choisir plutôt d'encourager l'effort que de sanctionner les résultats. La différenciation des établissements s'accroît alors sous l'effet conjugué de problèmes extrascolaires, tels la concentration des problèmes sociaux dans certains quartiers, mais aussi scolaires, comme la mise en œuvre de politiques locales et la concurrence entre établissements. La zone d'éducation prioritaire, un bilan difficile à établir. Selon les termes de la circulaire qui marquait la création des ZEP en juillet 1981, cette politique devait contribuer à corriger l'inégalité sociale par le renforcement sélectif de l'action éducative dans les zones et milieux sociaux où le taux d'échec est le plus élevé. C'est le premier dispositif de discrimination positive
qui vise à donner plus à ceux qui ont le moins et qui inscrit une politique éducative dans un territoire. En 2008, 17% des élèves de collège relèvent de l'éducation prioritaire. Ces collèges, avec les écoles de leur secteur, constituent les réseaux de réussite scolaire. Et les 253 réseaux ambition réussite qui depuis 2006 sont les deux niveaux de regroupement des établissements auparavant classés en ZEP. En effet, depuis la création des ZEP, ça veut dire des zones d'éducation prioritaire, en 1981, cette politique s'est maintenue, mais avec un intérêt plus ou moins affirmé de la part des politiques et des responsables administratifs. Et l'éducation prioritaire a fait l'objet de 3 plans de relance. Le dernier, en 2006, a pour objectif de réorganiser la carte de l'éducation prioritaire en distinguant plusieurs niveaux pour mieux cibler les moyens en les concentrant sur les situations les plus difficiles, dont les réseaux ambition réussite, mais aussi de sortir d'une logique territoriale qui caractérisait la politique des ZEP pour cibler plutôt des élèves et des établissements. La proportion d'élèves de collège relevant de ces dispositifs dépasse 25% dans certaines académies métropolitaines, Lille, Paris, Créteil, Rouen et la Corse, et n'atteint pas 6% dans les académies de Poitiers et Toulouse. La très forte extension du territoire de l'éducation prioritaire, depuis la création des ZEP, des zones d'éducation prioritaire, est à l'origine d'une part des difficultés de l'évaluation globale de ce dispositif, d'autre part des critiques des partisans d'une discrimination positive plus affirmée. 20 ans après leur création, les rares travaux consacrés aux ZEP dressent un bilan plutôt mitigé et contrasté de ce programme ambitieux. Les données statistiques montrent que les écarts de résultats se maintiennent entre élèves en ZEP et hors ZEP, et c'est dans les mêmes proportions. Toutefois, ce constat conduit à dire que cette politique a eu un effet positif puisque dans le même temps, les écoles et les collèges en ZEP ont connu une augmentation et une concentration des difficultés sociales et scolaires. On ne constate donc pas d'aggravation malgré une dégradation des conditions de vie dans certains quartiers et des conditions de travail des enseignants confrontés à des problèmes plus aigus. Ce que les auteurs soulignent tous, c'est la difficulté de tirer un bilan d'ensemble du fait de la diversité des ZEP, tant du point de vue des difficultés plus ou moins fortes des élèves que des actions mises en œuvre. Le résultat, considéré comme parfois décevant de cette politique éducative, est également attribué à un défaut de pilotage et à un manque d'accompagnement des équipes enseignantes. Depuis la création des ZEP, les risques de dérive ont été constamment soulignés en insistant sur l'importance de centrer les actions sur les objectifs d'amélioration des apprentissages, en particulier des apprentissages décisifs que sont ceux de la lecture et de l'écriture, et sur la nécessité d'avoir en ZEP les mêmes exigences que dans le reste du système éducatif. En effet, le risque d'une adaptation dans l'enseignement aux difficultés des élèves peut conduire à réduire le niveau d'exigence et à proposer des activités de faible niveau cognitif que les élèves sont susceptibles de réussir. De telles pratiques peuvent permettre de préserver le climat de la classe, mais constituent un leurre par rapport aux apprentissages que doit assurer l'école. Les inégalités sociales de scolarisation en termes d'accès se sont incontestablement réduites, l'allongement de la durée des études en témoigne, le taux de scolarisation des jeunes de 18 ans et de 19 ans a augmenté de 30 points en 10 ans entre 1985 et 1995 et s'est stabilisé ensuite autour de 80% à 18 ans et 65% à 19 ans.
Mais avec le développement quantitatif de la scolarisation, les inégalités se sont déplacées et les différences de trajectoire restent très marquées. Les attentes vis-à-vis de l'école sont devenues plus fortes et sans doute plus homogènes. L'évolution des chances d'accès ayant eu un effet égalisateur en banalisant l'entrée au lycée. Mais est-ce que le rendement social des diplômes est pour chaque groupe social à la mesure des attentes qui y sont attachées? Cette question sera évoquée dans le chapitre 4. Inégalité sociale, mais aussi culturelle. Des trajectoires différenciées entre garçons et filles. L'égalité formelle d'accès à tous les niveaux d'enseignement entre garçons et filles a été réalisée progressivement et tardivement. Depuis différents indicateurs le montrent, les filles sont à l'école meilleures que les garçons. Elles prennent moins de retard, redoublent moins, sont moins orientées vers les filières les plus dévalorisées, elles accèdent en proportion plus importante au baccalauréat et à l'enseignement supérieur. On trouve plus de filles que de garçons parmi les bacheliers depuis les années 1990 et parmi les étudiants depuis 1980, résultat d'une évolution de la scolarisation des filles observable depuis plusieurs décennies. En 2006, 46% des filles et 38% des garçons de 21 ans sont encore scolarisés. Mais si cette même année, plus de la moitié des étudiants des universités sont des étudiantes, les filles ne représentent qu'un élève ingénieur sur 4. Malgré une meilleure réussite scolaire, les filles sont toujours sous-représentées dans les filières les plus prestigieuses et les plus sélectives. Ainsi, la scolarisation des filles peut faire l'objet des mêmes constats que celle des divers groupes sociaux. L'égalité de scolarisation entre garçons et filles est en bonne voie puisque l'égalité d'accès est assurée au niveau du baccalauréat et dans l'enseignement supérieur. Mais peut-on parler d'égalité des chances puisque les différences de trajectoire demeurent très marquées? La croissance de la scolarisation des filles est régulière depuis le début du siècle, mais c'est au moment symbolique où bacheliers et étudiants comptaient autant de filles que de garçons que plusieurs recherches sociologiques ont pris pour objet l'incidence de cette croissance quantitative sur l'évolution des différenciations sexuelles de scolarisation et ont cherché à isoler les facteurs explicatifs des inégalités de trajectoire entre filles et garçons. La sous-représentation des filles dans les filières scientifiques est attribuée par le sens commun en premier lieu à l'échec des filles en mathématiques et ou à leur peu de goût ou d'aptitude pour cette discipline. La suprématie des mathématiques dans le système scolaire français et son rôle sélectif expliquerait ainsi la présence trop faible des filles dans les filières les plus prestigieuses. Or, on a pu montrer à partir des résultats à des tests nationaux d'évaluation de compétences que les écarts de performance en mathématiques entre garçons et filles sont beaucoup plus faibles contre groupes sociaux et contre élèves jeunes et élèves âgés. Les écarts sont également plus faibles qu'en français, où les filles réussissent nettement mieux et varient selon les niveaux scolaires et les types de compétences évalués. Catherine Marie montre également comment la relation maître-élève peut renforcer les stéréotypes de genre. Ainsi, la croyance des maîtres dans la supériorité des garçons en mathématiques et celle des filles en littérature est décelée dès l'école primaire, alors même que les différences de performance sont inexistantes. Les attentes fonctionneraient comme des prophéties autoréalisatrices alimentant la moindre confiance des filles et la surévaluation des garçons en mathématiques. Le peu de goût des filles pour les disciplines scientifiques
s'il ne peut être lié à un échec spécifique, ils se vont associer à un conformisme qui les inciterait à maintenir leurs aspirations dans le cadre des stéréotypes sociaux qui les excluent des voies de formation à dominante masculine. Les sources de ce conformisme sont à chercher du côté des modes de socialisation et des pratiques éducatives différenciées de façon précoce qui préparent les filles à leurs rôles familiaux et professionnels traditionnels. Ces orientations préférentielles sont confortées par l'offre de formation dans les filières professionnelles beaucoup moins diversifiées pour les filles et concentrées sur les métiers du tertiaire. Filles et garçons sont amenés à faire un usage différent de la formation dans la mesure où ils n'attendent pas les mêmes profits de leur investissement éducatif. Mais si la formation des filles a une moindre rentabilité sur le marché de l'emploi, ce gaspillage apparent peut être en fait socialement rentable. En effet, la formation des filles les conduit vers des positions professionnelles moins valorisées, ce qui constitue au niveau de la société un compromis acceptable entre des valeurs dominantes en fonction desquelles il serait difficile de refuser l'instruction à des individus sur la base de leur sexe, d'une part, et d'autre part la nécessité de contenir l'instruction des femmes, faute de remettre en cause la répartition actuelle du travail et du pouvoir entre les sexes, tant dans la vie professionnelle que dans la vie familiale. Les filles ne retirent pas de leur diplôme autant de profits sociaux que les garçons. Et entre élèves français et étrangers, en 2000, dernière année disponible, 372 élèves sont recensés comme étrangers dans les écoles, 6% des élèves de l'enseignement public et privé. Et 180 en 2000, dernière année disponible, 372 000 élèves sont recensés comme étrangers dans les écoles, 6% des élèves de l'enseignement public et privé, et 180 000 dans les collèges et lycées en 2007, 3,3% de l'ensemble des élèves. Cette proportion a diminué régulièrement depuis 10 ans et la répartition par nationalité s'est modifiée. Au début des années 1980, le groupe majoritaire était constitué de Portugais. En 2007, près de la moitié des élèves étrangers viennent des pays du Maghreb. Toutefois, les statistiques collectées par le ministère de l'Éducation nationale ont longtemps souffert dans ce domaine d'imprécision, par une confusion particulière entre la nationalité de l'élève et celle du père ou responsable de l'enfant. Les évolutions de cet indicateur sur une longue période sont donc à considérer avec prudence, grâce à des enquêtes complémentaires auprès des familles d'un échantillon d'élèves entrés en 6e. En 1995, on peut estimer la proportion d'élèves d'origine étrangère parmi les élèves de collège, publics et privés. 6,8% sont de nationalité étrangère, 10% ont deux parents immigrés et 3% ont un seul parent immigré. Par ailleurs, la moyenne de 5% d'élèves étrangers est peu représentative de la réalité puisque ces élèves sont très inégalement répartis. Ils sont presque tous pris en charge par l'enseignement public et leur poids diminue quand on s'élève dans le cursus scolaire. Ils représentent environ 6% des élèves des écoles, 5% des élèves de collège, 6% des élèves de lycée professionnel, moins de 4% des élèves de lycée général et technologique et 8% des élèves de SEGPA, enseignement spécialisé. Mais cette proportion est également très variable selon les régions, les villes, les quartiers, les établissements scolaires et les classes. Leur scolarité est marquée par un échec souvent précoce et irréversible. Ils rencontrent avec acuité
tous les problèmes d'adaptation liés à leur distance, à la langue et à la culture de l'école. Toutefois, l'absence de proximité avec la culture scolaire est commune à tous les élèves de milieux populaires. La majorité de ces élèves étrangers ou d'origine étrangère sont de milieux ouvriers. En 2001, 71% des élèves étrangers dans les collèges sont fils d'ouvriers ou d'inactifs contre 39% des élèves français. Quand leur père est ouvrier, il est bien plus souvent non qualifié. Ils appartiennent pour les 2 tiers d'entre eux à une famille de 4 enfants et plus, contre 16% des élèves français. Panel d'entrants en 6e. Les élèves étrangers cumulent donc bien souvent l'ensemble des caractéristiques sociales et culturelles statistiquement associées à l'échec scolaire. Des études se sont donc attachées à dégager une éventuelle spécificité de l'échec ou de la réussite des enfants étrangers en comparant leur scolarité avec celle des élèves français des mêmes milieux sociaux. S'ils sont nés en France, ils connaissent la même relégation vers les filières les plus dévaluées et une aussi forte orientation vers l'enseignement professionnel court que les élèves français de même origine sociale. Parmi les élèves du panel de 1989, les étrangers fils d'ouvriers qualifiés atteignent un niveau de scolarisation plus élevé que les élèves français fils d'ouvriers non qualifiés. Les élèves étrangers nés hors de France ont une scolarité beaucoup plus perturbée que les autres élèves d'origine ouvrière. Arrivés en France parfois après l'âge d'entrée à l'école primaire, ils accumulent rapidement un retard important sur l'âge théorique. Parmi les enfants étrangers nés hors de France et fils d'ouvriers non qualifiés, 23% arrivent au collège en 1989 à l'âge normal, contre 51% des enfants étrangers nés en France et 56% des enfants français du même groupe social. Ainsi, la trajectoire scolaire des élèves étrangers nés en France ressemble fort à celle des élèves français du même milieu social. Quelques indicateurs seraient même à l'avantage des élèves étrangers. Cet avantage des élèves étrangers, toutes choses égales par ailleurs, est attribué en particulier aux fortes attentes des familles immigrées vis-à-vis de l'école. Toutefois, on peut s'interroger sur les effets du décalage entre ce fort investissement et la réalité d'un échec scolaire massif. À partir d'enquêtes auprès de jeunes d'un quartier ouvrier de Sochaux à forte proportion d'immigrés, Stéphane Beau décrit les études secondaires et le parcours chaotique à l'université de la première génération d'enfants de la démocratisation scolaire. Pour nombre de ces jeunes, la promotion sociale que représente l'accès au bac a souvent été suivie de grandes désillusions en premier cycle à l'université puis dans la recherche d'un emploi. Les études statistiques sur les trajectoires scolaires comparées des élèves français et étrangers. Les études statistiques sur les trajectoires scolaires comparées des élèves français et étrangers qui n'épuisent pas la question des difficultés scolaires des enfants d'immigrés signalent néanmoins la prédominance des facteurs sociaux dans les causes de l'échec. Toutefois, est-ce que la profession des pères des élèves étrangers est suffisante pour rendre compte de leur position sociale et de leur rapport à l'école? Zahia Zorolo a analysé les conditions de la réussite scolaire et universitaire d'enfants issus de l'immigration et mis en évidence le rôle de la trajectoire sociale de la famille et notamment sa trajectoire migratoire. Les attentes des familles vis-à-vis de l'école, leur degré d'investissement varie selon l'histoire et la position sociale dans le pays d'origine, aussi bien qu'en France. Si la scolarité des enfants d'émigrer et le processus les conduisant à l'échec ou à la réussite sont toujours l'objet de recherche, les politiques scolaires
ZEP et projets d'établissement ou urbains, politique de la ville, ont contribué à insérer ces travaux dans les problématiques plus larges de la jeunesse, les sous-cultures des minorités, les cadres identitaires et de la relation entre école et intégration ou exclusion. L'objet de la recherche est alors la relation entre l'école et l'espace local. Honorio van Zanten. Les immigrés n'étant au centre de ces recherches que du fait de la ségrégation urbaine, ainsi l'enquête de Georges Feluzi, Françoise Léo et Joël Piratan dans l'Académie de Bordeaux met en évidence les processus de concentration d'élèves en difficulté et issus de l'immigration, en particulier le rôle des stratégies d'évitement de certains collèges. Enfin, les émeutes urbaines de novembre 2005 ont pu être analysées comme l'expression d'un sentiment profond de la relégation et de disqualification chez la jeunesse des quartiers populaires, où les différences de contexte scolaire contribuent à renforcer un sentiment d'injustice. Disparité géographique et régionale. L'étude longitudinale de l'ENED de 1962 avait signalé l'importance des différences de scolarisation entre villes et campagnes. 42% des enfants habitant une zone rurale entrés en 6e, 64% de ceux de grandes villes et 72% de ceux de l'agglomération parisienne. Or, les seules différences de réussite scolaire ne suffisent pas à expliquer ces écarts. Il faut également tenir compte de niveaux d'aspiration plus modestes des familles rurales, confortées par l'avis des instituteurs. 30 ans après cette enquête, les mêmes observations peuvent être renouvelées. En 1962, l'entrée en 6e est en forte progression, mais n'est pas encore banalisée dans les milieux populaires et encore moins dans les familles rurales. Au début des années 1990, alors que l'entrée en seconde au lycée se diffuse très rapidement, les élèves ruraux accèdent moins que les élèves urbains au second cycle en général, et ce à réussite scolaire comparable. Ils sont en moyenne plus souvent orientés dans l'enseignement professionnel, BEP et technologique, baccalauréat, BTS, UT. Les enfants de milieu rural ont longtemps pâti d'équipements insuffisants et d'une offre de formation moins riche et diversifiée, notamment en école maternelle. Si les répartitions géographiques d'équipements scolaires sont désormais moins inégales, des écarts de trajectoire scolaire se maintiennent entre élèves ruraux et urbains à résultats scolaires comparables. Les élèves ruraux sont plus orientés vers les formations professionnelles courtes. La dominante plus ou moins rurale ou urbaine des régions est une des composantes des disparités régionales de scolarité, mais ne peut à elle seule en rendre compte. Les différences de composition de la population active entre les régions n'épuisent pas non plus ces disparités. Les caractéristiques régionales de scolarisation ont toujours été marquées, mais ont évolué dans le temps et les classements se sont même inversés. Au XIXe siècle, la carte de l'alphabétisation fait apparaître un clivage entre une France industrielle du Nord, alphabétisée, et une France rurale du Sud et de l'Ouest, restée à l'écart du développement de la scolarisation. Puis cette carte s'inverse pendant près de 50 ans, entre 1930 et 1980, avec une zone de forte scolarisation comprenant l'ensemble des régions du Sud et de la Loire, s'opposant à une France du Nord et de l'Est moins scolarisée, avec les exceptions notables de la Bretagne et de la région parisienne. Pendant une longue période, on a donc pu constater des spécificités devenues des traditions régionales de scolarisation qui
retentissent sur la nature et le développement de l'offre de formation et contribuent ainsi à la permanence et à la forte inertie de ces inégalités régionales. Toutefois, ces classements vont être modifiés par les politiques volontaristes au début des années 1990. D'une part, les écarts de la scolarisation entre les régions sont moins marqués, d'autre part, les classements sont moins stables et sont affectés par des politiques académiques, traductions locales, des politiques nationales, décisions de suppression plus ou moins rapides, des formations au cap, directives, facilitant le passage en seconde, ou effet des lois de décentralisation sur le développement de politiques locales à travers les schémas régionaux de formation. Depuis 1990, l'augmentation de l'accès au niveau du baccalauréat est très forte dans les régions qui étaient les plus en retard, les moins scolarisés grâce à un développement très rapide de l'enseignement technologique et professionnel. Les académies les mieux placées pour l'obtention du baccalauréat par génération sont en 2007 Paris et Rennes, plus de 70%. À l'opposé se trouvent les académies de Lille, Montpellier, Amiens, Créteil et la Corse, moins de 60%. Les disparités régionales sont mesurées ici au niveau de l'académie. Elles seraient d'une toute autre ampleur à des échelons géographiques plus fins. Ces inégalités de scolarisation, en partie liées aux caractéristiques sociales des populations, vont elles-mêmes contribuer aux différenciations sociales des cursus scolaires, dans la mesure où les élèves seront d'autant plus affectés par ces inégalités géographiques et régionales qu'ils seront de milieux populaires, les disparités de cursus entre élèves de milieux favorisés et de régions différentes étant, elles, beaucoup moins marquées. Les analyses spatialisées du champ éducatif ont renouvelé les recherches sur les inégalités sociales de scolarisation, montrant comment les configurations locales influent sur la production ou la résorption d'inégalités par l'effet cumulatif de l'offre de formation, des phénomènes de ségrégation et de la concurrence entre établissements. Voilà, donc je viens de finir le chapitre 2. Dans le prochain épisode, je vais lire le chapitre 3.